Bonjour à tous, c'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du JDD et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Bonjour Roselyne. Alors voilà, François Fillon est pris dans des filets, ses propres filets, puisque le Canard enchaîné révèle que sa femme Pénélope, la galloise Pénélope Fillon, est soupçonnée d'emploi fictif. Elle aurait touché 600 000 € en 8 ans comme attachée parlementaire de son mari, puis une collaboration à la revue des Deux Mondes pour une grosse somme aussi. Voilà, donc François Fillon a réagi. D'abord, il a critiqué effectivement l'article qu'il considère misogyne, parce qu'il est dit qu'effectivement, c'était une ménagère censée faire des tartes aux poires chez elle, dans son château. Voilà, est-ce que c'est grave, docteur C'est fâcheux, Roselyne. C'est fâcheux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça tombe évidemment mal, surtout qu'en plus, il traverse une période politique un peu compliquée. Sa campagne tarde à vraiment démarrer. Il doit faire son grand discours de lancement dimanche prochain. Donc, à 4 jours de ce discours très attendu devant quelques 10 000 supporters qui seront réunis dans le nord de Paris. Voilà, boum. François Fillon, donc le Canard enchaîné révèle qu'il embauche sa femme. Alors, il a le droit. Il faut dire à nos téléspectateurs que c'est parfaitement parce qu'ils ont une enveloppe, légal. Ils ont une enveloppe, on va expliquer simplement. Ils ont une enveloppe d'un peu plus de 9 000 € qu'ils répartissent comme ils veulent pour payer leurs collaborateurs. Alors certains ont 4 collaborateurs, certains un seul, certains embauchent leurs enfants. Alors qu'est-ce qu'il est illégal alors ? C'est qu'elle ne soit pas venue travailler. Ce qu'induit l'article du Canard, c'est que François Fillon donc aurait payé son épouse Pénélope et que, selon leur enquête, personne n'aurait trace de sa présence comme collaboratrice. La défense de François Fillon, autour de François Fillon, on explique, et François Fillon lui-même l'a dit tout à l'heure à Bordeaux, qu'elle travaillait dans la Sarthe, dans sa circonscription de la Sarthe, où d'ailleurs elle est élue, puisqu'elle est conseillère municipale à Solesmes. Donc c'est l'argumentation qui est livrée par François Fillon et ses collaborateurs. Alors effectivement, tout ça, il va sans doute un peu ramer pour expliquer, puisque il l'a aussi rémunéré quand il est député de Paris. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et puis, il faut ajouter, si on veut être complet, que selon toujours l'article du Canard, elle aurait aussi été rémunérée par la revue des Deux Mondes. Je disais. Donc peut-être y a-t-il eu des articles, on ne sait pas. Parce qu'il dit elle aurait le droit, pourquoi elle n'aurait pas le droit de travailler ? Mais le sujet, c'est de savoir si elle a réellement travaillé. En fait. Précisément, oui, c'est là que la ligne de défense de François Fillon est un peu à côté de la plaque, parce qu'il parle de misogynie, mais la vraie question, c'est de savoir si elle a bénéficié ou non d'un emploi fictif. Bruno a raison, on a parfaitement le droit de salarier toute sa famille. Maintenant, il y a le droit, et puis je dirais, il y a la morale, l'éthique. Et pour un candidat qui, il y a le devoir de travailler, si on est payé. Le devoir de travailler, bien sûr, mais aussi le fait de ne pas forcément faire bénéficier ses proches, sa famille, davantage quand on est un élu de la République. Si on veut être complet, David. S'il vous plaît, me laissez terminer juste, Bruno. Je rappelle qu'il y a 3 mois, si ma mémoire est bonne, François Fillon se demandait si le général de Gaulle aurait été mis en examen. On peut lui retourner le compliment et demander si le général de Gaulle aurait employé sa femme ou ses enfants à l'Assemblée nationale. Non, vraiment, c'est pas terrible. Les dénégations de François Fillon et de son entourage sont quand même pas franchement convaincantes. Et vous avez raison, Bruno, sur une période qui était importante pour Fillon, puisqu'il avait bien contre-programmé son meeting du 29, le jour du deuxième tour, la primaire de gauche. Il allait lancer sa campagne pour souligner évidemment que les socialistes sont dans une vraie panade. Eh bien, c'est pas formidable comme rampe de lancement. On va parler de la gauche, mais pour finir, ça va encalaminer c'est-à-dire que sa campagne, et puis vous parlez de son meeting dimanche. Ce qui est compliqué pour lui, c'est que de toute façon, il traverse un peu un trou d'air qui est lié au fait que, voilà, depuis le début, depuis son élection, il y a eu la polémique sur la Sécu. Ensuite, il y a eu le problème, la fin du cumul des mandats qui passe très très mal à droite et qui crée une mauvaise ambiance au sein de la droite et de tous ceux qui sont censés le soutenir. On a entendu Rachida Dati et d'autres protester contre François Fillon. Sur les catégories populaires et les mesures en faveur des catégories populaires. Et vous ajoutez à ça que c'est vrai que dans les sondages, il baisse. Qu'il est passé en gros de 28-30% à 23-25% en un mois. Donc c'est une pente qui est effectivement pas très bonne pour un candidat qui démarre sa campagne. Alors il reste assis sur un socle très solide, mais c'est vrai que lui, comme Marine Le Pen, voit revenir celui qui aujourd'hui fait peur à tout le monde, à savoir Emmanuel Macron, qui effectivement, lui,
commence à s'approcher des 20, et on voit bien que tout ça va peut-être se terminer dans un mouchoir de poche entre ces trois-là. Et Marine Le Pen va boire du petit lait, évidemment. Marine Le Pen qui a refusé de commenter les informations du Canard enchaîné. Pas la peine, elle avait peut-être pas besoin. Et Marine Le Pen qui trouve que le casting d'un deuxième tour contre Emmanuel Macron lui convient parfaitement parce que, d'après les dirigeants du Front National, eh bien, Macron incarne précisément l'anti-FN, c'est-à-dire la finance, le mondialisme, etc. Donc pour eux, c'est un bien meilleur candidat, c'est ce qu'ils expliquent que François Fillon, qui évidemment leur siphonne plus de voix. Chacun a évidemment son candidat préféré, mais c'est pas eux qui décident. Et alors, en revanche, ceux qui décident ce soir, c'est l'heure du choix pour savoir qui de Benoît Hamon ou de Manuel Valls va gagner. Donc ce soir, le grand débat. Grand combat. Oui, grand combat. Evander Holyfield contre Mike Tyson. On ne sait pas si Manuel Valls va mordre l'oreille de Benoît Hamon, mais à mon avis... Il y en a un qui est déjà KO d'avance ou pas? Moi, je pense que c'est la fin des camarades. C'est-à-dire que là, on voit bien que tous les opposent. Non, mais là, on n'est pas... là, je redeviens sérieux. Ils ont l'habitude, ils se tapent sur la figure, ils s'embrassent le lendemain. Là, c'est vraiment des projets quand même qui n'ont rien à voir. Ils sont aux antipodes sur le plan économique, sur le plan de la laïcité, sur le plan de la immigration. C'est très compliqué. C'est pas Aubry contre Hollande. Non, c'est vrai, très juste. Aubry-Hollande, on y avait bien sûr des différences, des nuances, mais on était grosso modo dans le corpus central du Parti socialiste. Et là, on est sur les deux ailes, les deux extrêmes, l'aile gauche versus... l'aile droite, et bien sûr il y a cette opposition très forte idéologiquement, mais il y a surtout ce que ça porte en germe pour l'après. Très clairement, vu la tournure que prend ce débat d'entre-deux tours, moi j'ai jamais vu ça dans une primaire à un socialiste, un tel niveau de violence et de radicalité dans les propos. On se demande ce que ça porte en germe. Très clairement, est-ce qu'il y aura une scission? On ne voit pas Manuel Valls et ses amis, d'une part Benoît Hamon et ses amis de l'autre, rester dans le même parti. Quand on voit les attaques sur le travail, le revenu universel, l'assistanat, bien sûr la laïcité, avec les attaques extrêmement violentes des amis de Valls qui accusent finalement Benoît Hamon d'être le candidat des frères musulmans. On a entendu un ministre qui disait ça sous couvert d'anonymat. On imagine que le débat et les derniers jours vont être extrêmement... Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que dit David. Je pense que après le vote de dimanche, il y aura la cérémonie en principe d'investiture à la Mutualité le week-end d'après. Dans une ambiance cordiale. Et à mon avis, ce sera sans doute l'heure du schisme au PS. Parce qu'une partie des gens... Donc une partie qui ira chez Macron et une autre qui va se corbiniser comme en Grande-Bretagne. Là, c'est mécanique. Je pense qu'on est entré dans une mécanique qui me paraît irréversible. Mais est-ce que dans le fond, cette clarification, depuis tant qu'elle était réclamée, demandée, souhaitée, prophétisée, elle va enfin arriver, cette heure d'un PS. Oui, c'est la fin du hollandisme, de l'éternelle synthèse entre l'aile gauche, l'aile droite et le centre du parti. Vous savez, pendant 11 ans, François Hollande à la tête du PS, puis à la tête du pays, à l'Élysée, a maintenu sous une espèce de cloche, sous une espèce de couvercle, tout ce bouillonnement de deux partis qui finalement n'avaient que plus grand-chose en commun, plus grand-chose à voir les uns les autres. Et donc, aujourd'hui, la fin de Hollande, c'est aussi le couvercle qui se soulève et donc la synthèse la boîte de Pandore qui s'en échappe. On a eu la synthèse possible avec Mitterrand, on a eu la synthèse possible avec Jospin. Quelque part, on l'a eu aussi avec François Hollande. Maintenant, elle devient impossible. Et pire, Hollande, elle était impossible, la synthèse. Pire, le souhait de François Hollande. Vous savez, il avait dit dans le livre ce qu'un président ne devrait pas dire, le fameux livre. Il avait dit le PS, c'est fini, il faut dépasser le PS. Je crois que là, son vœu va être exaucé. C'est les derniers jours du Parti socialiste, probablement. Sous sa forme actuelle. Sans doute. Et vous citiez les gens qui allaient aller chez Macron, d'autres chez Mélenchon. Il y a aussi, et c'est plus inquiétant pour le candidat du Parti socialiste, tous les gens qui ne feront pas campagne, qui resteront à la maison. Moi, j'ai beaucoup de responsables de l'appareil, de tel ou tel courant, qui me disent moi, la campagne, ce sera au coin du feu, je ne bougerai pas. Et donc, voilà, c'est très... Donc encore moins de votants, alors. Très inquiétant. Oui, encore moins de votants. On espère avoir les résultats du premier tour d'ici le deuxième, parce qu'il faut quand même dire à nos téléspectateurs qu'on a vécu un grand moment le week-end dernier, avec le résultat, la participation à midi qui est arrivée à 13h, d'une projection à 600 000 au doigt mouillé, 17h. Comment vous l'expliquez, un tel amateurisme? Ou alors de la tricherie? Je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment de tricherie, parce que de la tricherie, si vous voulez, comme au Congrès de Reims, si on avait eu beaucoup, on avait tenté de la camoufler, même si c'était quand même un petit peu grossier. Là, c'est tout simplement de l'amateurisme, ce qui est étonnant de la part des dirigeants. J'aimerais vous croire. Non, mais vous faisiez référence, il se comporte comme un congrès socialiste. Le Congrès de Reims, on y était tous, on se souvient des tripatouillages. Non, parce que le Congrès de Reims, il y avait l'apparence, Roselyne,
la triche était cachée sous des chiffres bien présentés. Et là, c'est même pas le cas. On a des chiffres qui, à première vue, sont évidemment faux, puisqu'on a vu une augmentation de la participation, vous l'avez suivi, sans que les résultats des uns et des autres ne bougent d'un millième de point. Donc c'était évidemment c'est de l'amateurisme, ce qui est très étonnant de la part de Jean-Christophe Cambadélis, Christophe Borgel, les dirigeants du parti, qui sont des honnêtes hommes, vous voulez dire, voilà, qui sont quand même des habitués des élections et qui savent faire. La vérité, c'est qu'ils ont voulu orienter le commentaire, à mon avis, des journalistes le soir, pour éviter qu'on dise c'est un fiasco, il y a à peine 1,5 million de votants, ce qui était la barre qu'avait fixé Jean-Christophe Cambadélis le matin dans une interview aux Parisiennes. Qu'il pensait avoir dépassé, et qu'il a été très surpris de ne pas dépasser. Ils disent toute la journée, on sera pas loin des 2 millions, et à l'arrivée, en fait, on est en dessous des 1,5 million. Donc, évidemment que c'est un fiasco. Donc là, au final, on en est à combien ? À l'heure actuelle, on en est à 1,5 million, 1,6 million, mais on n'est pas totalement sûr. Mais ils voulaient pas qu'on dise que ce serait un bide. Puisqu'en fait, en gros, à moins de 2 millions, tout le monde s'accordait pour dire que ce serait un échec. Et donc, ils ont voulu toute la soirée orienter le commentaire vers autre chose que la participation. Donc le PS n'a rien à envier à certaines démocraties d'autres continents où on attend 3-4 jours pour avoir les résultats de l'élection. Bienvenue au pays des socialistes. Merci beaucoup. Merci, et à très vite. Merci.